Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière conférence iTalk Share de cette année. Je suis Yanis, chargé de communication digitale pour le Francia et j'accompagnerai durant cette conférence Jonathan Fourreur, CEO de Fedon. Bonjour Jonathan. Bonjour, enchanté. Alors, avant de commencer, quelques mots sur Fedon. Donc, du coup, Fedon est une plateforme de services SAS qui fait principalement du NLP, du coup, qui vont automatiser et analyser le traitement des retours clients. Donc, c'est leur spécialisation. À tout moment, si vous avez des questions, vous pourrez les poser dans l'onglet questions du chat. Et du coup, Jonathan se fera un plaisir d'y répondre euh, quand vous poserez ces questions. Donc, merci pour votre écoute. Bonne conférence à tous. Je laisse la main à Jonathan. Merci. Donc bonjour à tous. Je vois qu'il y a un petit peu de participants, donc c'est parfait. Alors normalement vous voyez bien les slides, tout est bon. Donc je vais pouvoir commencer en présentant du coup rapidement les différents points. Alors on va être une trentaine aujourd'hui et le public est on va dire à 2 tiers de profils un petit peu techniques. Donc on a eu l'info là il n'y a pas longtemps. Donc on reprend quand même les basiques du NLP, de l'IA et de ces choses-là, avant d'entrer justement sur les outils de veille et sur Fedor en tant que tel. Donc peut-être qu'on accélérera ou pas selon les questions. En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a des questions, je les prendrai à la volée. Euh, si c'est pertinent dans la slide et si ça ne l'est pas, ou si j'aborde le point plus tard, on les traitera aussi à ce moment-là. Donc globalement, la présentation, on va la faire en 4 grands états. Donc une petite intro pour rappeler les gros éléments de langage. Le langage naturel avec du coup un focus sur quelques définitions, quelques notions. Les outils de veille, justement, pour rappeler le sujet qui est essentiellement de la veille scientifique à l'outil pragmatique. Donc le but, en fait, à la fin de ce webinaire, c'est que vous ayez tous les outils pour comprendre comment justement repérer les algorithmes qui sortent, les nouveaux modèles, les nouvelles technologies d'IA, et que vous puissiez en faire des leviers actionnables pour votre business ou pour votre produit, soit en intégrant vous-même d'un point de vue R&D, soit justement en mobilisant des outils comme Fedon. Donc on va tout de suite commencer. Alors avant de commencer rapidement en complément pour que vous sachiez qui je suis et donc mon prisme de lecture sur ces sujets-là. J'ai fait une partie de ma carrière au début sur les aspects gestion de produits avec des équipes de dev. Et puis, je suis rapidement passé sur la création de sociétés en IA avec une société de prestation en 2019 et Fedon à partir de 2020 pour justement développer des IA pour la relation client en no-code avec différentes optimisations qu'on va évoquer. Et donc, ça représente une quinzaine d'emplois sur 2 ans. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une grille de lecture aussi sur ma façon de voir les choses et sur ma façon de vous les présenter aujourd'hui. Alors, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, déjà quelques rappels et quelques définitions. Alors, quand on parle d'IA, de machine learning, il y a énormément de vocabulaire différents qui peuvent être mis en œuvre. Et donc, je pense que c'est intéressant de rappeler du coup les 3 grandes notions pour justement que chacun puisse appréhender facilement les notions qu'on va voir et surtout avoir une grille de lecture aussi sur les différents types d'algorithmes, sur quels sont les meilleurs outils au meilleur endroit pour les problématiques et tout ce genre de choses. Donc, globalement, je reprends trois grands volets qui sont graduellement en fait l'évolution quelque part temporelle des technologies qui ont eu lieu ces dernières années. Alors pour différentes raisons, mais la principale raison qui fait qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de deep learning, et ça je pense que c'est assez maîtrisé, c'est la capacité de calcul qui a fait justement adopter de plus en plus de méthodes calculatoires et de deep learning qui n'étaient pas possibles auparavant. On rappelle que toute la théorie des réseaux de neurones existe quand même depuis les années 80-90. Et c'est seulement en 2014-2015 où on a commencé à avoir des puissances de calcul suffisantes qui ont permis du coup de donner vie à tout cet usage et à pouvoir observer des premiers résultats. En tout cas, donc pour reprendre brièvement, qu'est-ce qu'on appelle machine learning et deep learning? Pour parler de ça, il faut d'abord comprendre comment on fonctionne et comment on fonctionnait avant ça. On fonctionnait avec des règles expertes. Alors, je prends toujours les exemples avec ces 3 graphiques-là et puis une voiture, avec un exemple sur de la vision par ordinateur.
Tesla, comment on fait pour observer, pour juger est-ce qu'il y a une voiture ou pas en face de nous, et est-ce que c'est une moto, est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est un camion. Et bien pour faire ça, si on n'a pas de machine learning, si on n'a pas de deep learning, on va commencer par créer des caractéristiques, c'est-à-dire dire, voilà, moi je sais que intellectuellement dans mon algorithme, une voiture c'est considéré comme un engin avec 4 roues. Et donc on va décrire, il y a des roues, il y a un pare-choc, c'est plutôt rectangulaire, il y a des parois vitrées avec de la réflexion de la lumière. Et en fonction de ces caractéristiques-là, si on les détecte dans l'image, on va pouvoir opérer un filtre dessus et dire, bah voilà, s'il y a 4 roues et que c'est rectangulaire et que c'est en plus sur la route, eh ben, je considère que c'est une voiture et que ça répond à tel critère. Donc, en fait, on va faire une première phase de création de caractéristiques. Ensuite, on va essayer de les déceler et puis ensuite, on va leur appliquer une règle experte qui va dire, bah, si 4 roues plus forme rectangulaire, alors je décide que c'est une voiture. Ça, c'est la première méthode, c'est les règles expertes. Et donc, on a à droite, vous pouvez voir données simples, donc facilement donc une image d'entrée, et des caractéristiques simples, des roues, donc des formes rondes, des formes carrées, et donc des règles qui sont complètement intelligibles pour nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, machine learning, là, on va continuer à créer nous-mêmes et à intégrer, à donner à l'algorithme la compétence et la compréhension des éléments qui font qu'une voiture est une voiture. Donc, toujours pareil, hein, les roues, la forme, la réflectivité des parois vitrées, ce genre de choses. Et cette fois, on va demander à l'algorithme de faire le tri lui-même, de définir lui-même quels sont les critères, quelles sont les méthodes de prise de décision qui vont lui permettre de dire il y a une voiture dans cette image ou il n'y a pas de voiture. Et donc, ça va finir par créer des règles qui sont beaucoup plus complexes à expliquer pour nous et par l'algorithme. Par exemple, nous, là où sur la partie description, on va se limiter à des objets, peut-être que la prise de décision, ça va pas seulement être j'ai 4 roues dans mon image, ça va être avec la perspective, je remarque que souvent quand 2 roues latérales sont espacées de X mètres ou X centimètres, alors c'est plus commun. Et si les proportions sont de 4 tiers, 2 tiers ou autre, alors je remarque que effectivement ça correspond plutôt à une voiture et non pas à un 2 roues. Et donc toutes ces règles-là, ça va être des règles qui sont construites et interprétées par l'algorithme de machine learning. Et c'est comme ça qu'on va aboutir à des processus de décision qui sont plus complexes, de moins en moins explicables puisque très abstraits, mais qui va surperformer au niveau des résultats. Et donc, qui vont nous permettre de, effectivement, avoir des algorithmes qui fonctionnent de mieux en mieux et qui sont de plus en plus opérationnels en production. Et donc, la troisième étape, c'est le deep learning, où là, même la partie création de caractéristiques ne relève plus de l'humain et de notre intelligence pragmatique et algorithmique. C'est-à-dire que là où jusqu'ici on définissait une voiture avec 4 roues et une forme rectangulaire et voilà, potentiellement un certain espacement, ben là l'algorithme va lui-même créer sa manière de percevoir les choses et sa manière de définir ce qui est important à regarder dans une voiture ou pas. Typiquement, des choses auxquelles nous, on n'aurait pas pu penser, mais l'algorithme va se rendre compte que finalement, c'est ça, c'est la plaque d'immatriculation. Voilà, sur une voiture, elle est en bas, à l'avant, de forme très rectangulaire, tandis que sur une moto, par exemple, elle est plutôt carrée. Et il n'y en a pas à l'avant, il y en a à l'arrière. Voilà. Donc ça, c'est des choses alors, qui sont encore explicables pour vous dire ça, mais je prends l'exemple aussi souvent pour expliquer ces notions-là, avec un tableau et des athlètes qui ont plein de caractéristiques. Et donc, on définit par exemple la hauteur, la taille, le poids, la densité musculaire, plein de choses comme ça. Et donc ça, c'est des caractéristiques qui sont explicables et que nous, on peut mesurer. L'apprentissage des règles en machine learning, ça va aboutir à des règles qui sont vraiment hyper complexes à interpréter pour nous et qu'on n'aurait jamais trouvé auparavant. C'est-à-dire, si on cherche à maximiser ou à prédire quel athlète va sauter le plus haut au prochain JO, peut-être que la règle qui sera développée par l'algorithme de machine learning va être, on prend la demi-longueur du nez au carré et puis on divise ça par le poids. Et finalement, c'est la métrique qui maximise ça, qui va prédire le plus l'athlète le plus sujet à performer au JO. Ça n'aura absolument aucun sens pour nous, mais
empiriquement, l'algorithme aura constaté que c'est ça qui maximise. Et il aura convergé tout seul. Quand on dit converger, c'est qu'il aura, étape par étape, appris à définir cette fonction qui permet de prédire le résultat. Et donc, pour le troisième point, bah, justement, ça va être des caractéristiques de plus en plus précises, de plus en plus abstraites pour nous. Et donc, bah, c'est comme ça qu'on arrive à des effets boîte noire où on se dit, bah, ça marche, j'ai des résultats, je sais déceler une voiture à 98%, 99%. Par contre, j'ai aucune idée de comment ça marche. Et donc, c'est exactement dans ce troisième cas-là qu'on est quand on a ce fameux effet boîte noire. Et donc, pour rapidement terminer là-dessus, ça reste, par cet effet boîte noire, le seul levier qu'on va pouvoir maîtriser, c'est le volume de données. Puisqu'on a la capacité donc de reconnaître des objets sans savoir comment on le fait. Donc, ça marche pour la classification, pour la détection, pour la segmentation et toutes ces choses-là. On sait que les performances globalement vont croître avec un volume de données. Alors, il y a quand même un effet de seuil, hein. Là, sur le graphique à droite, on a l'impression qu'il n'y a pas d'effet de seuil. Mais si les données sont toutes de la même typologie et si l'architecture du réseau de neurones en tant que tel ne bouge pas, ça va avoir du mal à converger quand même on augmentera le volume de données. Et surtout, troisième point, c'est beaucoup plus simple de collecter et d'annoter de la donnée, donc de faire des protocoles vraiment très structurés sur l'acquisition non biaisée, sur l'annotation, que d'imaginer des nouvelles architectures de réseaux de neurones. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à un stade où aujourd'hui, sur ce marché-là, on a beau avoir des bases de données énormes qui sont déjà prénotées, qui sont open source, on a du mal à les exploiter puisque les gens qui ont la compétence d'architecture de réseau de neurones sont pas forcément très nombreux. Et donc, on n'a pas forcément l'habitude de traiter ces sujets-là. Et donc, si on résume, après, en termes de champ d'application, on peut faire 3 grandes catégories, sachant que tout est discutable, mais ma façon de voir les choses, c'est les sujets de vision par ordinateur, donc images, vidéos et autres, le langage, que ce soit du texte ou de la parole retranscrite, et les données au sens large avec des données issues de capteurs, de BI et autres. Voilà. Donc nous, forcément, on va focaliser sur le langage naturel. Et donc, en premier pas, je vous ai illustré ce que représente le premier cas, donc les règles expertes, sur du texte. Et donc, ce qu'on va faire, c'est définir des mots-clés. Donc là, la livraison a été faite dans l'après-midi alors qu'elle était prévue à 10h, impossible de s'organiser. La méthode traditionnelle qu'on peut voir dans la relation client pour ça, ça va être, OK, je parle de livraison, donc je sais que c'est sur mon process logistique de livraison, quel que soit le produit. Il y a le mot-clé impossible, c'est connoté négatif, on va voir. Et il y a le mot-clé après-midi, et pas matin, et pas soir. Donc, je sais que, grosso modo, j'ai peut-être des problèmes de livraison l'après-midi. Par contre, on peut aussi définir comme caractéristique, est-ce qu'il y a une négation ou pas dans la phrase? Bon, là, il y a le mot impossible qui est connoté quand même négatif, mais il n'y a pas de forme négative d'un point de vue verbal. Et donc ça va être des caractéristiques qu'on peut se faire, des règles expertes où on va dire, si contient tel mot-clé, alors. Et donc, c'est comme ça qu'on va définir et structurer, avec cette première approche, les textes. Sur les approches deep learning, c'est beaucoup plus complexe. Et là, vous comprenez pourquoi je dis que ça peut être abstrait. C'est on a des façons de décrire les paragraphes qui sont complètement inexplicables et illisibles pour nous, simples êtres humains. Et donc, le but, ça va être justement de raffiner ça. Donc, je vais vous illustrer un peu plus conceptuellement ce que ça représente. Ça va être en fait, donc là, vous voyez, si je repasse sur la slide précédente, on a finalement des coordonnées ou en tout cas des entiers, dans notre cas. Et on peut assimiler ça à des vecteurs. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des approches Word2Vec, et on verra plus tard d'autres approches, où finalement, on arrive à retranscrire dans un espace mathématique une façon de parler de concepts. Donc là, je vous ai mis quatre concepts, deux concepts, donc le concept de féminin-masculin et le concept de royauté. Et on va pouvoir du coup opérer des opérations là-dessus, sur des mots, sur des paragraphes. Et là, vous voyez qu'on commence à toucher davantage au sens et au concept, c'est-à-dire que si on applique la fonction, entre guillemets, royauté à homme, on va obtenir roi, et si on applique la notion de féminin à roi, on va obtenir reine, et si on enlève la royauté à une reine, sur ce schéma-là et sur ce périmètre-là, on va avoir la notion de femme. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à faire de la vraie analyse sémantique, non pas basée sur les mots-clés, mais basée sur les notions.
Et c'est également comme ça qu'on va faire tout ce qui est traduction beaucoup plus performante et autres. C'est-à-dire qu'on va comprendre une phrase d'un point de vue vectoriel comme ça, et il va nous suffire de prendre juste le vecteur équivalent dans l'espace, pas français, mais allemand ou anglais, et on arrivera à refaire le chemin inverse. Et c'est comme ça qu'on arrive à donc des approches Word2Vec. Et puis ensuite, on peut aller au niveau du dessus avec un niveau Sentence2Vec, où là, on va carrément reproduire une phrase entière en un vecteur. Et donc, ces opérations vont être de plus en plus complexes pour animer ça. On peut aussi faire ça, et ça, c'est un peu plus récent, sur les audios, sur les enregistrements, sur les appels. Et donc, on a du Wave2Vec, maintenant même du Wave2Vec 2. C'est vous dire comment ça évolue. Et donc, en fonction de ça, on peut non seulement comprendre ce qui est dit, mais l'interpréter et faire tout ce qui est post-processing, donc détection d'entité, analyse de sentiments, analyse de tonalité, ce genre de choses. Alors, n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions ou autres, ou s'il y a des commentaires, j'ai la fenêtre ouverte, et si ça peut être interactif, c'est pas plus mal. Alors, donc, globalement, c'est ça qu'on appelle l'analyse du langage naturel. C'est quand on parle vraiment de ce genre de choses, de ce genre de représentation. Et là où vous voyez, on recueille auparavant des mots caractéristiques, là, on va beaucoup plus s'attacher au sens, au contexte. C'est-à-dire qu'on va non plus seulement regarder un mot, mais on va regarder l'entourage de ce mot, dans quel contexte il est. Ce qui fait que des homonymes ou des mots qui peuvent avoir plusieurs sens selon le contexte, on va davantage les comprendre. Le mot impossible, si on dit la livraison était vraiment hyper rapide, j'en croyais pas mes yeux parce que ça me semblait impossible, c'est dans un contexte très positif. Pour autant, avec les premières approches, on aurait constaté que on aurait pris le postulat que c'était négatif, alors que c'était pas du tout le cas. Donc maintenant que vous avez ces premiers, on va dire, prérequis, ce qui est intéressant, c'est comment vous, demain, qui voulez installer de l'analyse sémantique dans votre produit ou dans votre offre de service, comment vous pouvez vous cultiver par rapport à ça, faire une petite veille et être au fait des nouveautés. Alors, je vous ai mis la plateforme par excellence qui vous permet de voir des choses assez rapidement. C'est Hugging Face. Donc ça, vous tapez sur Google Hugging Face pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça, c'est une plateforme assez intéressante dans le sens où vous allez arriver sur un portail comme ça. Donc, vous suffit d'aller sur Hugging Face puis de cliquer sur Modèle. Et là, vous allez voir sur la gauche toutes les tâches qui peuvent être isolées quand on parle de deep learning ou de machine learning, d'intelligence artificielle au sens large. Et donc, alors tout à l'heure, on a parlé découpage entre la vision, le texte et d'autres données. C'est exactement ce genre de segmentation qui est faite sur Hugging Face. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, faire une petite veille sur la classification d'images, sur les algorithmes de traduction, sur, par exemple, les algorithmes d'annulation du background, de background removal pour les visioconf. Clairement, c'est de la segmentation. On va d'abord identifier la forme de votre silhouette et tout ce qui sera en dehors de cette silhouette, on va le flouter, par exemple. Et donc, ça, c'est une thématique en tant que telle. On a la reconnaissance vocale, on a la classification, que ce soit sur du texte ou sur de l'audio. Et donc, ça, c'est la première ouverture. Après, vous pouvez appliquer des filtres selon les frameworks, mais alors là, c'est si vous y connaissez déjà un petit peu. Mais dans l'immédiat, ça vous permet, alors là, l'étape suivante, c'est de cliquer directement sur un modèle. Et parfois, quand c'est bien fait, vous pouvez même tester des modèles en temps réel sur la plateforme. Et donc ça vous permet, par exemple, de classification d'émotions. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur un des modèles disponibles ici. Quand on dit modèle, c'est une IA déjà entraînée la plupart du temps là-dessus. Et donc, il vous suffira de lire un petit peu de doc et de cliquer sur un bouton qui permet de faire les tests. Voilà, donc ça, je vous conseille. Alors, il y a différents filtres aussi. Ce qui est intéressant, c'est les différentes langues. Ça, on en reparlera.
et ensuite les différentes licences qui sont quand même un filtre indispensable à opérer pour pas que vous utilisiez des algorithmes qui sont justement interdits à l'usage commercial. Parce qu'il y a des algorithmes et des modèles qui sont mis à disposition uniquement à vocation de recherche pour les labos. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, une fois que vous avez trouvé votre modèle et que vous êtes content, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben là, concrètement, vous allez vous retrouver avec un dépôt Git et donc avec plein de fichiers. Et le but de cette chose-là, bah, c'est là où tout le travail commence, c'est de voir bah, qu'est-ce qu'on fait de ces dépôts Git. Et c'est là où il y a beaucoup de biais. Et quand on parle d'IA, les gens se disent ouais, bon, ok, ça existe en open source, c'est facile. Il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est issu d'un truc open source. Alors, oui, mais non. C'est ce que je mets ici et je l'ai mis en gros histoire de vraiment accentuer la chose. Entre un dépôt Git avec un modèle préentraîné et quelque chose qui est vraiment exploitable, une API avec des bonnes SLA, où on sait mesurer la consommation, facturer en conséquence, ou tout simplement intégrer ça dans un produit, il y a quand même un monde. Et il y a plusieurs métiers qui interviennent entre la partie gauche et la technologie exploitable en l'état, sous forme d'API et autres. C'est là où on va parler de plus en plus des métiers de alors DevOps en dehors de l'IA, et il y a aussi les métiers de MLOps qui apparaissent, où le but justement, ça va être, même avant d'avoir ce dépôt Git à gauche, de concevoir les modèles d'une manière optimisée en ayant en tête les conditions d'exploitation à la fin. Vous n'allez pas concevoir la même technologie, que ce soit pour du background removal qui doit fonctionner sur tous les PC avec moins de 2 Go de RAM, ou un algorithme de détection de piétons pour du véhicule en embarqué, pour du véhicule autonome en technologie embarquée. Vous n'allez pas avoir les mêmes conditions. Ça, c'est sur les capacités de calcul. Il y a aussi d'autres critères. Par exemple, si on met un algo de vision par ordinateur sur des feux rouges, avec juste un petit panneau solaire pour alimenter, parce que sinon, c'est trop compliqué de retirer l'alimentation du feu rouge sur le boîtier, je sais pas. Là encore, vous allez avoir des contraintes par rapport à la puissance de calcul. Et donc, vous n'allez pas concevoir ça de la même manière. Bon, je ne parlerai pas forcément des sujets de souveraineté qui sont aussi corrélés à ça. Et donc, en résumé, un dépôt Git, c'est loin d'être une technologie exploitable en l'état. Et donc, il y a beaucoup de choses à valider en amont avant de pouvoir faire ça. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous détailler ici. C'est un petit peu quelles sont les questions qui sont intéressantes à se poser quand on veut faire du déploiement et de l'IA et développer des API et des consommables par rapport à ça. Alors déjà, est-ce que c'est open source? Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Puisqu'il y a énormément de modèles qui sont pas, par exemple, en licence MIT ou Apache 2, et donc potentiellement, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour un usage commercial. Ça veut dire que pour un usage interne, pour optimiser vos business internes et autres, potentiellement, vous avez le droit. Par contre, quand vous allez passer au stade où vous en faites un produit et que vous voulez générer du chiffre d'affaires en fonction de ça, là, ça devient problématique. Et donc, c'est la première chose à filtrer. Il faut faire vraiment attention à ça parce que ça peut vous bloquer. Alors, en pratique, très difficile à contrôler, puisque si c'est sur votre back-end et que concrètement personne n'y a accès, ça va être compliqué. Par contre, le jour où vous prenez un audit, il faudra savoir y répondre. Le deuxième aspect, c'est suis-je capable de le faire fonctionner moi-même? Alors, c'est loin d'être évident. Alors bon, là maintenant, on a de plus en plus des machines virtuelles, des conteneurs Docker qui sont déjà tout optimisés. Pardon. Mais c'est quand même potentiellement, c'est l'essentiel du travail en fait, d'adaptabilité du modèle. C'est OK, ça marche, c'est pré-entraîné, c'est super. Par contre, qu'est-ce qui me garantit que moi, je sais le faire tourner sur mon PC? Et entre le moment où vous faites le git clone et le moment où vraiment vous avez les résultats et ça marche, potentiellement, il peut y avoir plusieurs jours entre-temps. Donc ça, c'est expliqué pourquoi, parce qu'il y a les dépendances technologiques au niveau des librairies et autres.
Il y a des modèles qui sont pré-entraînés, donc ça, c'est parfait. Mais parfois, vous avez seulement le squelette. Et donc, vous n'avez pas les données, ou alors, premier cas, si vous avez que le squelette, potentiellement, on vous donne aussi les données. Mais donc, dans ces cas-là, il faut que vous vous réentraîniez vous-même. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez l'architecture, comment ça fonctionne, que vous ayez le matériel pour le faire. Mais justement, troisième point, quel est le matériel? Est-ce que j'ai besoin... Alors, à différencier pour l'entraînement et pour l'inférence, l'inférence, c'est l'exploitation. Une fois que le modèle est prêt, comment on le fait tourner? Mais pour l'entraînement, parfois, il faut quand même pas mal de puissance de calcul. Quand vous commencez à traiter 15 000, 20 000, 16 000 heures d'audio, par exemple, pour entraîner de la retranscription ou autre, ça peut quand même consommer pas mal de ressources. Donc ça, c'est le premier point. N'hésitez pas hein, s'il y a des questions. Alors, ensuite, au niveau des questions supplémentaires, se poser la question, est-ce que ça fonctionne correctement? Et donc ça, comment on le mesure? Est-ce qu'on va plutôt regarder la précision, le recall, d'autres métriques d'erreur pour justement savoir est-ce que ça marche ou pas et est-ce que ça marche suffisamment bien pour mon cas d'usage ou pas? Ça peut complètement être pas le cas et fonctionner très bien pour un usage particulier dans un secteur et pour autant pas du tout pour un autre. Par exemple, de la reconnaissance de voiture, c'est peut-être pas de la reconnaissance de camion ou de la reconnaissance de piéton dans une voie publique, c'est pas de la reconnaissance de piéton sur un chantier pour un usage BTP. Dans un usage BTP, les gens ont des casques, ils ont des gilets, c'est pas les mêmes silhouettes, c'est pas forcément la même taille d'engin, c'est pas les mêmes périmètres, etc. Donc tout ça, c'est des variables d'ajustement qu'il faut voir. Donc sur quelle langue? Alors là, c'est effectivement plutôt sur du texte. Est-ce que ça marche bien sur du français? Si oui, comment ça se fait? Est-ce qu'il a été entraîné sur des datasets en français uniquement? Est-ce que ça peut être appliqué sur de l'anglais? Et donc ça, souvent, on remarquera que l'état de l'art au niveau du NLP, donc du traitement du langage naturel, il y a des choses qui fonctionnent très très bien sur de l'anglais, mais dès qu'on passe à du français, à de l'allemand ou à de l'espagnol, les performances chutent vraiment drastiquement. Et alors, on avait le cas encore ce matin chez Fedon. On a un algorithme qui a été entraîné sur un corpus. Alors, il y avait 16 000 heures d'anglais, donc c'est super. Mais il y avait par exemple 10 heures de luxembourgeois. Et donc, avec 10 heures de luxembourgeois, autant vous dire que ça va être compliqué d'avoir des choses qui fonctionnent bien. Donc ça, c'est un vrai critère. Et enfin, avec une petite typo, je suis désolé, elle s'entraînait sur des données similaires aux miennes en production. Donc ça rejoint un peu le premier point, c'est est-ce que j'entraîne sur des bonnes choses? Par exemple, sur de la voix, sur de la retranscription, si on a entraîné un modèle à retranscrire sur des enregistrements audio dictaphone d'un téléphone, donc prenons un exemple, mais sur un téléphone Samsung ou Apple, avec le même type de micro, peut-être que demain, cet algorithme-là va pas du tout fonctionner sur des appels qui passent par les réseaux télécoms, qui sont dégradés avec du bruit. Et donc, ça fonctionnera peut-être pas du tout. Et donc ça, il faut savoir l'anticiper dans les modèles. Et ensuite, donc vous êtes content, vous avez votre modèle qui marche sur votre PC, tout fonctionne, c'est hyper robuste. Comment on fait pour le déployer? Comment on fait pour justement pouvoir promettre des SLA dessus pour pouvoir le commercialiser et autres? Et donc, au niveau des typos, il y en a une deuxième. Donc, est-ce que c'est hébergé chez moi ou chez mon fournisseur? Est-ce que justement, est-ce que c'est soumis au Cloud Act ou pas? Parce que je passe par WS, et puis WS, ok, mon data center est à Paris, mais c'est une entité filiale d'une entité américaine. Donc, est-ce que je passe pas plutôt par du Scaleway ou par du OVH? C'est des questions qu'il faut se poser. Et donc ensuite, en fonction de ça, quelle performance je peux garantir et surtout combien ça va me coûter? Parce que c'est super bien et là je vous prends un exemple, sur de la retranscription dans un SVI pour les scénarios, pour la relation client par exemple. Pour la reconnaissance, on a besoin
de conditions de réponse très très rapides. Si ça commence à prendre 2 secondes, 3 secondes, c'est déjà très long. Ça fait un blanc, on va avoir des taux de raccroché qui sont énormes. Et donc, ça, il faut trouver le meilleur rapport coût-performance. Et encore une fois, selon votre cas d'usage. Sinon, en autre plateforme, je vous ai mis Papers with Code. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent faire de la veille un peu plus technique, scientifique. Toujours pareil, c'est par catégorie. Et donc, voilà, sur chaque métier, chaque domaine de recherche, vous avez les meilleurs papiers qui viennent de sortir et les repos Git qui vont avec. Et sinon, autre méthode, du Google pur, où là, bon, alors je vous ai mis la structuration d'une requête type qui vous permet de trouver des choses sympas rapidement. Donc tout simplement, Git pre-train NLP. Alors bon, Git, c'est pour avoir les repos. Pre-train, c'est parce que vous voulez un modèle déjà entraîné, vous n'avez pas envie de rentraîner vous-même. NLP, c'est pour filtrer quand même un petit peu sur le monde qui nous intéresse aujourd'hui. Et ensuite, le mot-clé du domaine. Donc ça, souvent, c'est le plus dur à identifier quand vous avez une thématique, c'est quel est le mot-clé avec lequel toute la communauté parle de ce sujet. Et donc, bon, traduction speech to text, c'est facile, question answering, emotion detection, ce genre de choses. Et donc, rien qu'avec ça, vous voyez, je vous ai fait le test pour montrer. Git pre-train NLP emotion detection, là, vous voyez qu'en effet, la détection d'émotions, c'est un sujet ultra traité en anglais. Et vous trouverez très facilement des choses en anglais qui marchent très très bien. Et donc là, il suffit de faire une requête et vous en avez déjà 4, 5, il y en a des dizaines. Voilà, globalement, si vous voulez faire votre R&D maison, si vous voulez attaquer sur des algorithmes, faire des entraînements, déployer des choses, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe, sans rentrer dans un détail après plus technique parce que c'est pas le sujet. Mais voilà comment ça se passe. Et donc, après, il y a toute la partie déploiement et autres. Mais si vous voulez déjà vous tenir au courant de ce qui se fait, comprendre un petit peu ce que c'est, par exemple, là, en ce moment, il y a toute une hype autour de chat GPT. Quel type d'algorithme c'est, comment ça se différencie des autres, sachant que ça va être payant. Et donc, est-ce qu'il y a des alternatives gratuites ou qu'est-ce qui fait que ça se différencie ou pas? Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir commencer à maîtriser si vous faites des petites recherches par-ci par-là et si vous commencez à tâter un petit peu sur Hugging Face les modèles. Et si vous n'avez pas envie, là, il y a beaucoup plus simple. Il y a passer par des éditeurs comme ce qu'on fait chez Fedon. Et donc, là, je vais vous présenter justement, si ça vous intéresse, que vous avez vu sur Hugging Face des choses intéressantes qui vous plaisent, mais que vous n'avez pas toute cette compétence de MLOps, de mise en place des modèles de déploiement sur des environnements de production avec des bonnes SLA, et que vous n'avez même pas forcément de compétences techniques à proprement parler. Donc, si vous ne savez même pas consommer une API, c'est pas un problème, chacun son métier. Il y a des éditeurs comme nous. Et donc, le concept général de Fedon, c'est simple, c'est on prend des modèles open source quand ils existent. S'ils n'existent pas, on les développe nous-mêmes, puisque le but, c'est quand même pas de réinventer la roue. S'il y a des choses qui marchent, on les prend. Et quand il n'y en a pas, on développe les modèles nous-mêmes. Donc, on fait tout le processus d'acquisition de données, d'annotation, d'entraînement des modèles, de déploiement. Et le but, c'est d'en faire des fonctions métiers déployables facilement pour vous. Donc facilement, à moindre coût, et en cloud souverain, si c'est nécessaire, puisqu'on est cloud agnostique. Donc 2-3 éléments sur pourquoi Fedon et qu'est-ce qui nous différencie par rapport à d'autres produits. Et donc, on reprend en fait les mêmes éléments de langage qu'on a vus précédemment. C'est-à-dire que, alors, complexe à intégrer, donc nous, on propose l'intégration de nos codes. Les prix sont souvent élevés, puisque justement, il n'y a pas cette compétence d'optimisation des coûts. Tout à l'heure, on parlait des CPU, des GPU, est-ce qu'on exploite, par exemple, dans des SVI, quel est le rapport coût-performance. Ça, c'est un métier en tant que tel, d'optimiser ces coûts-là. Et donc, en maîtrisant toute la chaîne de traitement des données, on arrive à avoir des prix qui sont très compétitifs. Et surtout, là, on parle réellement alors, c'est le NLU, toute la partie compréhension du langage naturel. Ça va au-delà du traitement du langage naturel, dit NLP en anglais, où vraiment on fait du processing. Là, on vient comprendre.
On va vraiment comprendre ce qui se dit, les avis mitigés, les parties irritantes ou pas et autres. Contrairement à ce qui peut être fait, plutôt sur la partie règles expertes des RPA comme on connaît, avec les mots-clés comme on disait tout à l'heure. Donc là, je vous ai mis la petite bibliothèque de fonctions qu'on a déjà sur étagère au niveau de Fedon. Alors, d'ailleurs, j'ai pas mis le lien. Vous pouvez faire un petit compte. Il y a un plan gratuit et ça vous permettra de tester aussi les différents modèles. Mais là encore, de la même manière que des domaines de recherche, on les a classifiés en 3 grandes catégories. Il y a toute la partie catégorisation et quantification, c'est-à-dire qu'on a une donnée entrante, on lui applique un tag, on essaie de le ranger dans le bon tiroir. Et donc, ça va là pour le motif de contact, pour la note auquel correspond cet avis. Si on n'a pas donné de note en étoile, mais qu'on a juste fait une question ouverte, c'est quand même intéressant de pouvoir le quantifier, et puis de détecter les langues pour les traduire et autres. Ensuite, il y a la partie opération où là, on va vraiment opérer de la relation client ou tout autre sujet, hein, c'est pas que pour la relation client. De la reconnaissance de questions et puis aller fouiller dans des éléments, dans des documents, l'élément de réponse le plus optimal, de la retranscription vocale, du dédoublonnage, etc. Et enfin, le troisième chapitre, extraction d'infos. Et donc là, on va venir extraire automatiquement. Alors, pour vous donner une image, c'est facile d'extraire les emails et les téléphones puisque ça correspond à des expressions régulières. Donc là, des caractéristiques qu'on a définies nous-mêmes. Donc, une portion de chaîne de caractères, un arrobase, un .com, un .fr, on a un email. Mais quand c'est plus complexe que ça, quand c'est d'autres entités de type des personnes, des noms et des prénoms, une adresse, des dates. Donc les dates, c'est aussi, il y a différents niveaux. Premier niveau, règle experte, des suites de chiffres en mode 23/12/2022, hyper facile. Par contre, quand on commence à avoir des notions comme le week-end prochain ou le week-end de Pâques, là, ça devient plus compliqué. Et donc, on a besoin de réels algorithmes issus de deep learning. Et donc, on fait aussi les irritants. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a un rythme chez Fedon d'ajout de fonctionnalités d'à peu près une fonction par mois. Parce que ça comprend justement tout ce rythme de déjà savoir ce qu'on va faire, savoir comprendre et définir comment on va recueillir les données, les annoter, comment on va entraîner et faire les entraînements, le déploiement, le MLOps. C'est toutes ces choses-là qui, mises bout à bout, en fait, créent une vraie expertise. Je vous prends un autre exemple sur la voix. Quand on veut faire de l'analyse d'émotions sur de la voix, il peut y avoir, de toute façon, pour un problème, il y a 1000 solutions. Donc là, on se dit, OK, on veut savoir si dans un call, il y a de la colère ou pas. Ça peut relever de la catégorisation tout au-dessus, en disant, en fait, à un call, on va appliquer un tag qui est colère, qui est surprise, qui est peine. Ou alors, on peut faire de l'analyse sur le spectre, alors pas forcément en temps réel, mais en tout cas au cours de la discussion. C'est-à-dire segmenter la conversation en plusieurs portions et sur chaque portion dire là, voilà, la personne commence à s'énerver, là elle se calme, et puis là elle est surprise. Parce que finalement, elle s'est énervée, puis on lui a proposé une offre commerciale et là elle se calme. Ces deux algorithmes-là, ces deux fonctionnalités-là, on va les développer d'une manière complètement distincte. Ça va être deux approches complètement différentes. Et donc, selon l'usage qu'on veut à la fin, il faut déjà réfléchir à quel est l'algorithme, quelle est la méthode d'annotation, d'acquisition de données, et quel est le coût en face. Puisque annoter de la donnée, ça coûte cher. Si on n'a pas en français, il faut l'avoir en tête. Et il ne faut pas partir directement en se disant je veux ça. Non, il faut d'abord constater ce qui existe. Et donc ça, vous allez sur le Face, puis vous pouvez vous faire votre petite idée. Et ensuite, je dis ça, sauf si vous avez vraiment des docteurs chez vous ou des doctorants, hein, où là, clairement, leur veille et leur état de l'art sera déjà suffisamment développé pour vous aiguiller. Voilà, à peu près là-dessus. Et donc, en plus de faire ces fonctionnalités-là disponibles sur étagère, tout ça vient alimenter des tableaux de bord personnalisables sur Fedon et donc qui sont déployables facilement. Et maintenant, on va passer aux petits exemples pour vous montrer un petit peu. Donc, en récap, comment servir de Fedon de deux grandes manières, hein. Il y a les capacités d'intégration par Zapier, donc en no-code, et bientôt par Admiten, et par API.
Et donc, je vais vous montrer différents cas d'usage pour vous inspirer et aussi pour vous montrer que ce soit avec Fedon ou en interne ou avec d'autres acteurs, il y a vraiment des choses qui commencent à simplifier de plus en plus l'usage de l'IA, le déploiement de l'IA. Et donc, c'est important de les avoir en tête. Donc, première méthode d'intégration Zapier. Donc, c'est une plateforme no-code, c'est un petit peu un hub. Chacun s'intègre à Zapier et ensuite, ça nous permet d'avoir des workflows de bout en bout qui sont faits et qui sont intelligents. Et donc, voilà, Fedon fait partie des tout premiers outils IA en Europe à avoir ce genre d'analyse de fonctions en no-code directement natif. Donc, je vous montrerai après des exemples d'intégration. Alors, il me semble qu'on a une question. Poser des questions en langage naturel par écrit. Est-ce que vous me conseillez de tester Fedon ou autre chose? Ah oui, d'émettre des commandes. Ouais, alors je lis la question, je suis pas sûr que tout le monde la voit. Donc, si je voulais ajouter à mon produit la possibilité pour l'utilisateur d'émettre des commandes ou de poser des questions en langage naturel par écrit, est-ce que vous me conseillez de tester Fedon ou autre chose? Donc, alors, la réponse est oui, c'est faisable par Fedon. On a un exemple juste après là-dessus. Dans une intégration Messenger, mais c'est aussi valable pour une FAQ, pour un chat intercom, Freshdesk et autres. Donc, je temporise un petit peu la question. On aura un exemple qui illustre ça juste après. Voilà, et sinon par API, fonctionnement hyper simple, une donnée d'entrée, donc ça peut être une question, un commentaire, un call, une fonction sémantique et un résultat. Et donc ça, vous l'avez sur la plateforme pour les profils les plus techniques, avec directement les snippets de code qui sont générés, qui sont autosuffisants. Vous avez juste à copier ça, vous mettez votre clé d'identification et c'est parti. Bon, vous avez la doc complète avec le lien. Donc ça, vous pourrez peut-être avoir le lien sur les docs qui vous sont envoyés. Et maintenant, donc pour finir, il nous reste un petit quart d'heure des exemples. Alors là, c'est un exemple sur de la veille média. Donc, alors on a fait le test pour la RATP. Donc, en gros, l'idée, c'était détecter tous les tweets qui mentionnent le hashtag RATP, les analyser avec Fedon et les inclure dans un rapport. Donc, sur Zapier, intégration avec Twitter, donc Search Mention, vous pourrez aller voir par vous-même. Et ensuite, on met Fedon, on définit le contexte, le compte, on se connecte. On précise que ce qui est analysé, c'est le contenu du tweet en tant que tel. Et donc, on va appliquer différents process. Et ça va vous générer comme ça. Donc là, en 2-3 minutes, c'est possible d'avoir une vision sur ce qui se passe avec différents graphes personnalisables. Alors, du coup, Bruno, pour vous répondre, alors je vais voir, hop, répondre en direct, voilà. Donc là, je réponds à la question. Typiquement, là, on a une approche où, pour un de nos clients, le but, c'était de pouvoir proposer. Alors, on n'est pas solution de chatbot. Ça, faut être très clair. Notre métier, c'est pas de faire du chatbot, c'est de faire de l'analyse sémantique. Après, l'usage qui peut en être fait, libre à l'utilisateur. Et donc là, on vous a fait un exemple avec Zapier et Messenger. Donc, dès qu'il y a un nouveau message qui est posté dans Messenger, il y a un trigger qui est déclenché chez Zapier. On analyse la question. Donc là, vous voyez que c'est la partie question answering de Fedon. Donc, c'est-à-dire que là, on alimente avec un contexte. C'est-à-dire qu'on a un paragraphe. Imaginez-vous un bloc-notes, copier-coller dans Zapier. Et comme ça, Fedon, on a la réponse à tous les éléments de langage écrits sous forme textuelle. Et on va venir comprendre la question et chercher dans le paragraphe qu'on a de contexte les éléments de réponse. Et on pourrait se dire, si l'élément de réponse détecté par Fedon est inférieur à un taux de confiance de X, je vais en plus rajouter un petit lien qui dit, voilà, si tu préfères avoir un vrai agent en face de toi, dis-le. Et donc ça, tout est paramétrable, évidemment. C'est vous qui vous faites votre workflow avec Zapier ou avec vos API, avec votre fournisseur de chatbot. Et donc, ça peut être fait. Donc ça, c'est une manière, Bruno, si je vous réponds, de répondre à des questions écrites en langage naturel. Cet exemple-là, on a même testé avec des emojis, c'est pour vous dire.
avec des commandes, etc. Donc ça marche, parce que après les emojis, il y a des équivalents textuels qui permettent d'être compris aussi par le NLP. Ça, c'est mon premier élément de réponse. Le deuxième élément, ce sera avec des algorithmes soit de motifs de contact, soit d'extraction d'informations. Et donc là, le but, c'est vraiment qu'on vous fasse un parsing, une extraction des informations pertinentes. Et après, vous faites votre jeu d'interprétation de ces variables-là pour savoir. Typiquement, je le montrerai après sur des SVI, mais on peut choisir le motif de contact, reconnaître de quel jour on parle, est-ce qu'on parle d'un week-end, pour de la réservation hôtelière ou pour des vacances, est-ce que c'est en famille, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il y a des animaux de compagnie. Et nous, une fois qu'on a fait cette compréhension sémantique et qu'on vous a bien structuré la demande, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, si vous voulez dire, s'il y a des enfants et qu'il y a un animal, je vais plutôt conseiller tel type de réservation plutôt qu'une autre. Voilà. Donc, nous, on est agrégateur de données, structurateur de données. Et après, vous, les réponses et l'interprétation que vous en faites, c'est vraiment complètement libre. Voilà. Donc ça, c'était pour un premier usage. Et du coup, justement, un deuxième usage, ça peut être aussi dans les scénarios vocaux. Donc, chez les éditeurs de plateformes type Diabolocom, Vocalcom, Genesis, tous ces gens-là, on peut facilement appeler les analyses FEDON sous forme d'API, cette fois, dans des blocs web services. Donc là, c'est l'exemple avec Diabolocom chez qui on a une sandbox. Et donc, c'est un exemple où vous voyez qu'on arrive dans l'appel, on a un petit message d'accueil généré automatiquement. Donc, par exemple, quel est le motif de votre contact? On attend la réponse de la personne et la réponse, on l'envoie dans un bloc API qui vient qualifier justement est-ce que c'est pour une prise de rendez-vous, pour des concessionnaires auto par exemple, est-ce que c'est pour changer les pneus, est-ce que c'est pour faire un contrôle technique? Voilà. Et donc, ça, il suffit d'un bloc, d'un appel à notre API pour l'avoir en variable exploitable dans le scénario et après faire les configurations que vous voulez. Ça peut aussi faire l'objet, par exemple, à la fin de l'appel, on récupère le transcript, on récupère l'enregistrement de l'appel et on vient en faire la transcription. Et donc après, on peut stocker le transcript ailleurs, comme on veut. Petit exemple sur le transcript pour vous rendre compte un petit peu des choses. Sur la transcription, en termes de... Alors, la métrique qui permet de mesurer la performance d'une retranscription vocale, c'est le nombre de mots sur lesquels on a des erreurs. Donc, sur ces KPI-là, sur cet indicateur-là, et là, vous voyez sur un exemple, on est meilleur que AWS et Google. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a réussi à optimiser au maximum les coûts d'exploitation et que les API qui sont vendus par AWS et Google, alors déjà, ça coûte cher puisque, par exemple, si vous transcrivez un fichier de 15,14 secondes, ça va arrondir à la quinzaine. Comme c'est facturé par tranche de 15 secondes, vous allez payer 30 secondes. Et puis en plus, eux, ils optimisent d'une différente manière, ce qui ne leur permet pas d'utiliser les modèles les plus récents de retranscription. Et comme nous, on a ce savoir-faire MLOps, on a optimisé au maximum les coûts, ce qui nous permet de bénéficier de l'état de l'art le plus récent, le plus à jour, d'il y a même quelques semaines. Donc, on a des meilleures performances sur la retranscription. Donc là, vous voyez, les mots en vert, c'est ceux qu'on a bien prédits par rapport aux autres, et les mots en rouge, c'est ceux où on a eu tort. Voilà, ça c'était sur un exemple. Et donc, l'usage est tellement vague que vous pouvez même l'utiliser en VBA si vous voulez. Donc là, on a fait un exemple sur Google Apps Script où on s'est fait une colonne avec des textes. Et puis, dès qu'on clique sur le bouton en fonction du texte sélectionné, on vient qualifier justement les motifs de contact. Et donc, ça, alors je vous ai mis le code juste après. C'est pour vous rendre compte. Donc là, à droite, on a la partie gestion de la sélection des cases à cocher et autres. Et en dessous, la make request, vous voyez en fait tout ce qui est nécessaire pour faire une requête sur FEDON. C'est-à-dire pas grand-chose. Donc là, dans les données, on a le texte et les tags qu'on veut, donc la façon de ranger les choses qu'on voudrait. Et ensuite, c'est la requête API. Donc rien de plus simple. Un autre exemple encore.
sur du tagging dans un CRM. Donc ça, c'est des vrais cas d'usage qui sont déployés du coup pour des usages dans le tourisme. On vient reconnaître justement, structurer des requêtes. Et là, donc on vient structurer, on extrait les informations, les motifs de contact. En fonction de ces critères-là, donc avec enfants, sans enfants, avec des animaux, on vient faire la requête dans Apidae qui est une base de données d'informations touristiques. Et on vient pousser la réponse dans un CRM à Visi pour le tourisme. Et donc, c'est là où vous voyez que l'IA en tant que telle est un outil qui permet de structurer les informations. Et si on le fait suffisamment intelligemment, donc par des intégrations de code et par des API très très segmentées, très modulaires, le nombre de cas d'usage différents est vraiment illimité. Voilà, on arrive à la fin, donc je vous fais un petit mot quand même sur le modèle économique de Fedon si jamais ça vous intéresse. On a 2 unités de mesure. C'est le nombre de requêtes, donc le nombre de textes que vous nous envoyez analyser, et le nombre d'analyses justement appliquées sur chaque texte. Et donc le but, c'est effectivement que vous mutualisiez au maximum, et donc que pour un texte que vous nous envoyez, vous nous en demandiez le plus possible, comme ça au moins vous avez la configuration complète. Bon, je passe rapidement là-dessus. De toute façon, je vous mets le contact jusqu'ici. Donc vous avez mon mail et mon numéro de téléphone. Et si vous avez plus d'informations ou des problématiques à résoudre, n'hésitez pas, on est là. Voilà, et donc je pense que c'est bon pour moi. J'ai plus de voix, donc je te laisse reprendre la main, et puis s'il y a des questions. Merci Jonathan. Merci Jonathan. Bah, vous avez clôturé du coup la dernière conférence de cette année pour les iTalk Share de cette année. On prend bientôt les candidatures d'ailleurs pour la saison 2 auprès notamment de nos membres. C'est une très intéressante conférence. Merci encore à vous Jonathan, merci à tout le monde encore qui sont encore là. Et c'est bon, j'ai vu qu'il y avait une autre question, mais elle a bien été répondue, parfait. Mais du coup, merci à vous. Bonne fête de fin d'année et du coup à l'année prochaine pour la saison 2 de ce cycle de conférences et Talk and Share. Au revoir. Au revoir à tous.